Je m'appelle Françoise Cartier. J'avais 68 ans l'après-midi où tout a commencé à s'effondrer, même si, sur le moment, cela ressemblait à une journée ordinaire que j'aurais oubliée avant le dîner. J'étais assise dans une petite brasserie de quartier avec mon fils, Julien, et sa femme, Aurélie. C'était le genre d'endroit avec des tasses ébréchées, un vieil air de jazz manouche diffusé trop bas pour être vraiment reconnu, et la lumière du soleil qui se posait sur les nappes à carreaux comme si elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Julien parlait de ses projets immobiliers. Aurélie faisait défiler l'écran de son téléphone, hochant la tête sans vraiment écouter. Il s'était rendu au comptoir pour régler l'addition quand une femme est apparue à côté de ma table. Je ne l'ai pas entendue s'approcher. Un instant, je remuais mon café, l'instant d'après, elle était là. Elle avait la cinquantaine, peut-être un peu plus, avec des fils d'argent dans ses cheveux sombres attachés serrés sur la nuque. Son manteau était boutonné jusqu'au cou malgré la douceur printanière à l'intérieur du café. Ses yeux ont croisé les miens avec cette urgence qui vous tord l'estomac avant même que votre esprit ne puisse en expliquer la raison. Sans rien demander, elle a posé une petite boîte bleue sur la table. « Vous en aurez besoin ce soir », a-t-elle dit d'une voix basse. « Répondez à l'appel, quoi qu'il arrive. » Avant que je ne puisse dire un mot, avant que je ne puisse lui demander son nom ou pourquoi elle s'adressait à moi, elle s'est retournée et a franchi la porte. Sans précipitation, sans panique, elle s'était simplement volatilisée. J'ai glissé la boîte dans mon sac à main juste au moment où Julien et Aurélie revenaient. Je ne l'ai ouverte qu'une fois de retour dans ma maison de campagne, seule dans ma cuisine, après avoir tourné la clé dans la serrure. À l'intérieur de la boîte se trouvait un téléphone. Le téléphone de mon mari, Michel, le même appareil que les gendarmes m'avaient dit avoir disparu lors de son accident. Le même téléphone que j'avais pleuré presque autant que l'homme lui-même. Michel Cartier était mort depuis 11 mois. Et son téléphone vibrait entre mes mains. Avant cet après-midi-là, je n'étais qu'une veuve essayant d'apprendre à exister dans un monde qui avait discrètement décidé que j'étais devenue fragile. Michel et moi étions mariés depuis 45 ans. Nous avions élevé notre fils sur cette terre, un domaine qui exigeait beaucoup de nous mais qui nous en rendait juste assez pour que chaque effort en vaille la peine. Quand Michel a disparu, les gens ont dit les banalités d'usage. Au moins, il n'a pas souffert. Au moins, vous avez eu de belles années. Au moins, vous n'êtes pas seul. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est que perdre un mari à mon âge ne vous rend pas invisible, cela vous rend gérable. Après les obsèques, après que le cercueil vide a été descendu en terre, les gens ont cessé de me demander ce que je voulais. Ils ont commencé à me dire ce qui était le mieux pour moi. Mon médecin parlait plus lentement. Mes voisins passaient, prendre des nouvelles, de plus en plus souvent, et mon fils Julien a commencé à s'inquiéter d'une manière qui ressemblait moins à de l'affection qu'à de la surveillance. Julien a commencé à passer sans prévenir. Aurélie rangeait mes documents administratifs alors que je ne lui avais rien demandé. Il parlait de sécurité, de responsabilité, de la surface que je pouvais encore raisonnablement entretenir à mon âge. Tu devrais songer à simplifier ta vie, Françoise, m'avait dit Aurélie une fois, avec ce sourire que les gens arborent quand ils sont convaincus d'être charitables. Un appartement plus petit, quelque chose de plus facile à gérer. Il n'utilisait jamais le mot « fardeau », mais il flottait dans la pièce de toute façon. J'ai appris à sourire et à hocher la tête. J'ai appris à les laisser parler parce que, quand on proteste trop fort, les gens cessent d'écouter, et quand on proteste trop tard, les gens décident à votre place. Ce que personne ne réalisait, c'est qu'avant d'être une veuve, avant d'être une mère, avant d'avoir 68 ans, j'étais une femme qui avait passé des décennies à prendre des décisions difficiles dans l'ombre. Et j'étais sur le point de me rappeler exactement comment faire. Ce soir-là, la maison me paraissait différente. C'était la même cuisine où j'avais préparé des repas pendant des lustres, la même table sur laquelle Michel et moi nous étions disputés et avions ri. Mais l'air semblait chargé, instable. J'ai posé la boîte bleue sur la table et je l'ai fixée plus longtemps que je ne voudrais l'admettre, comme si le simple fait de détourner le regard pouvait la faire disparaître. À l'intérieur, il y avait le téléphone de Michel. Je l'ai retourné entre mes mains, traçant du doigt les bords usés de la coque, la petite fissure près du coin datant du jour où il l'avait fait tomber en réparant l'éclairage de l'entrée. La gendarmerie m'avait assuré qu'il était perdu à jamais, emporté avec lui, disparu.
Pourtant, quand j'ai appuyé sur le bouton de mise en marche, l'écran s'est éclairé. La batterie était pleine. L'horloge du four indiquait 18h42. Les mots de la femme résonnaient dans ma tête, vous en aurez besoin ce soir. Répondez à l'appel. J'ai essayé de m'occuper l'esprit. J'ai préparé une tisane que j'ai oublié de boire. J'ai vérifié les verrous 2 fois. Je me suis assise, puis levée, j'ai fait les 100 pas, puis je me suis rassise. Chaque craquement de la charpente semblait plus fort qu'il ne l'aurait dû. À 23h14, j'étais debout dans la cuisine, observant la trotteuse de l'horloge murale avancer. À 23h15 pile, le téléphone a sonné. Le son a déchiré le silence comme une lame, ce n'était pas une sonnerie moderne, c'était la vieille mélodie de Michel, celle qu'il refusait de changer parce qu'elle lui rappelait sa jeunesse. Ma main tremblait tellement que j'ai failli lâcher l'appareil. Appel inconnu. Ça a sonné une 2e fois. J'ai décroché à la 3e. Allô ? Ai-je dit, et ma voix ne me semblait pas être la mienne. Il y avait une respiration à l'autre bout du fil. Lente, contrôlée, familière. Puis la voix a parlé. Françoise. C'était déformé, filtré par un appareil, mais indéniable. On aurait dit mon mari. Ne fais pas confiance à Julien. Ne fais pas confiance à Aurélie. Ne fais pas confiance à la police. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru m'évanouir. Ta vie est en danger, a dit la voix. J'ai ouvert la bouche pour poser une question, pour crier son nom, pour supplier une explication. La ligne a coupé. Je suis restée plantée là longtemps après la fin de l'appel, le téléphone pressé contre l'oreille, les jambes flageolantes. Michel était parti depuis 11 mois, enterré sans corps retrouvé. Et d'une manière ou d'une autre, aussi impossible que cela paraisse, il venait de m'avertir que les personnes les plus proches de moi n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être. Le lendemain matin, Julien est arrivé sans téléphoner. Je savais que c'était lui avant même d'ouvrir. Il y avait un rythme particulier dans sa façon de frapper, ferme mais précautionneux, comme s'il essayait de ne pas paraître impatient. Il tenait 2 cafés de boulangerie, de ceux qu'il n'achetait jamais à moins de vouloir obtenir quelque chose. Je l'ai invité à entrer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, là où Michel lisait le journal chaque matin. Maman, a commencé Julien en entourant sa tasse de ses mains, il faut que nous parlions. Ces mots, autrefois synonymes de conseil, sonnaient maintenant comme une décision déjà actée. Il m'a dit qu'il s'inquiétait de me voir seule, de l'entretien des terres, du coût des réparations de la toiture. Il a parlé des tempêtes hivernales, des taxes foncières qui augmentaient. Tout ce qu'il disait semblait logique en surface. Puis, il a mentionné la vente. Pas directement, pas au début, juste comme une suggestion, une piste, une éventualité. Des promoteurs s'intéressent à la région, a-t-il dit prudemment. Des offres sérieuses qui pourraient assurer une retraite confortable, en toute sécurité. Tu n'aurais plus à te soucier de rien. Je lui ai répondu que je ne vendrais pas. Sa mâchoire s'est contractée juste une seconde. Aurélie pense que tu réagis avec trop d'émotion, a-t-il ajouté. Elle s'inquiète que tu t'accroches uniquement à cause de papa. C'est à cet instant que quelque chose a basculé en moi. Il ne me demandait pas mon avis, il préparait le terrain. Au cours des jours suivants, la pression est devenue constante. Aurélie a commencé à m'envoyer des brochures sur des résidences seniors de standing. Julien évoquait des options juridiques dont je n'avais jamais parlé. Ils ont mentionné une fois, presque par hasard, la mise sous tutelle, comme s'il s'agissait d'une simple formalité d'entraide familiale pour quand les choses deviennent difficiles. Ils me parlaient comme si j'étais du cristal prêt à se briser, comme si on ne pouvait plus me confier ma propre vie. Mais ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas ce qu'il disait, c'était l'urgence avec laquelle il le disait. Il voulait que je quitte cette maison, que je quitte ces terres, et il le voulait vite. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à écouter les bruits de la vieille bâtisse. L'avertissement de Michel tournait en boucle dans ma tête, ne fais pas confiance à Julien. Ne fais pas confiance à Aurélie. Pour la première fois, je me suis posé la question que j'avais évitée depuis l'appel, qu'est-ce que mon fils aurait à gagner si je partais en laissant tout derrière moi ? Je n'ai pas affronté Julien ou Aurélie après cela.
À la place, j'ai fait quelque chose que Michel avait toujours respecté, je suis partie à la recherche de faits. J'ai commencé par son ancien bureau, la petite pièce au fond de la maison où il gardait les factures, les manuels et les papiers qui ne trouvaient leur place nulle part ailleurs. Au début, tout semblait familier. Relevé de compte, dossier d'assurance, le titre de propriété. Puis j'ai remarqué ce qui ne cadrait pas. Une enveloppe glissée dans un dossier marqué « EDF-GDF », un reçu pour des services juridiques, mais ce n'était pas le cabinet du village, ni le genre d'avocat qu'on engage pour un testament ou des impôts. C'était un avocat pénaliste basé à Lyon. Mon cœur a sombré. Michel et moi n'avions pas de secret, du moins c'est ce que j'avais toujours cru. Pourtant, j'avais devant moi la preuve que mon mari rencontrait un avocat sans m'en avoir jamais parlé. J'ai ouvert l'ordinateur portable que nous partagions autrefois et j'ai fouillé notre ancienne boîte mail commune, celle pour les factures et les rendez-vous. Les résultats de recherche sont apparus lentement. Des courriels concernant des relevés topographiques, des messages discutant de points d'accès et de limites de propriété, et un court échange qui m'a glacé le sang, une évaluation préliminaire du terrain, un acheteur potentiel, une somme astronomique, le tout daté de quelques semaines seulement avant la disparition de Michel. Mon mari enquêtait sur quelque chose, discrètement, avec soin, et quoi que ce fût, il ne faisait assez confiance à personne pour en parler, pas même à moi. Je me suis adossée à la chaise en essayant de calmer ma respiration. Michel ne comptait pas me quitter, il ne trahissait pas notre vie, il se préparait. Les retraits d'espèces s'expliquaient enfin, tout comme ses absences inexpliquées et ses nuits tardives dans la grange. Il rassemblait des informations, payait pour de l'aide, protégeait quelque chose qu'il jugeait dangereux. Et soudain, son avertissement semblait moins impossible et bien plus terrifiant. Si Michel avait caché la vérité pour me protéger, alors le danger n'avait pas disparu avec lui, il avait simplement changé de main. La grange avait toujours été un refuge pour moi. Elle sentait le vieux bois, l'huile et les saisons passées. Michel y passait des heures à réparer des objets qui n'en avaient pas besoin, simplement parce qu'il aimait le calme. Ce soir-là, elle semblait différente, lourde, observatrice. La porte était déjà entr'ouverte. Une lanterne brûlait à l'intérieur, projetant de longues ombres sur le sol battu. Et debout près de l'ancien établi de Michel se tenait un homme que je n'avais jamais vu. Il a levé la main lentement en m'apercevant. Calme, mesuré. « Je m'appelle Luc Moreau », a-t-il dit. « Je travaille pour la brigade de recherche de la gendarmerie. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas avancé non plus. Il m'a raconté que Michel les avait contactés il y a presque 2 ans. Mon mari avait découvert quelque chose sur notre terrain qui n'aurait pas dû s'y trouver, quelque chose de caché, d'organisé, de dangereux. Il y avait un réseau de carrières souterraines sous la propriété, ancien, naturel, facile à dissimuler. Mon fils Julien l'avait trouvé en premier. Luc Moreau parlait avec douceur, comme si les mots eux-mêmes pouvaient me briser. Julien avait autorisé l'utilisation de cet espace pour du stockage et des transferts illégaux. Pas seul, pas par accident. Ça avait commencé petit. De l'argent, des promesses, de la pression. Michel l'avait découvert. Il avait confronté Julien, lui avait laissé le temps d'arrêter, le temps de tout réparer. Au lieu de cela, Julien avait choisi une autre voie. Michel s'était tourné vers les autorités quand il avait compris que son propre fils ne ferait pas marche arrière. Il avait accepté de coopérer pour documenter l'opération et aider à démanteler le réseau discrètement. Luc a dégluti difficilement avant de terminer. Ils avaient forcé la voiture de Michel à quitter la route, faisant passer cela pour un accident. L'enquête avait été menée localement, classée rapidement par des complicités que nous ne soupçonnions pas. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Pas avec fracas, pas d'un coup, juste une rupture lente et irréversible. J'ai demandé à Luc pourquoi il me disait cela maintenant. Parce qu'ils sont à court de temps, a-t-il répondu. Et vous aussi. Julien et Aurélie veulent vous chasser de ces terres. Si vous partez, ils peuvent détruire ce que Michel a caché. Si vous restez, vous êtes un obstacle gênant. Luc m'a regardé droit dans les yeux. Michel était convaincu que vous sauriez quoi faire quand la vérité vous rattraperait. Je suis resté là, au milieu de la grange, entouré de la vie que j'avais bâtie, réalisant que la plus grande menace pour ma sécurité était l'enfant que j'avais porté.
Et pour la première fois, j'ai cessé d'avoir peur. Je suis devenue méticuleuse. Michel n'avait pas laissé d'instructions comme dans les films. Il n'y avait pas de carte, pas de lettres scotchées sous un tiroir, pas de confession dramatique. Il n'y avait qu'une phrase que Luc répétait doucement, comme s'il craignait de la briser: votre mari était sûr que vous reconnaîtriez l'endroit. Cette nuit-là, j'ai parcouru la propriété seule. Je suis passée devant la clôture que Michel réparait chaque printemps, devant le chêne où Julien avait gravé ses initiales quand il avait 12 ans, devant le sentier que nous empruntions après le dîner quand nous avions besoin de parler sans que les murs nous écoutent. Et puis je me suis arrêtée derrière la maison, près du vieux rosier que j'avais planté pour ma mère l'année de sa mort. Michel m'avait aidé à creuser ce trou. Il avait plaisanté en disant qu'il était assez profond pour y cacher n'importe quoi d'important. À l'époque, j'avais ri en lui disant qu'il exagérait. Je me suis agenouillée dans la terre, à mains nues. Le sol était froid, compact. Mes doigts me faisaient souffrir alors que je creusais, mais je n'ai pas arrêté. Je ne pensais plus à la peur. Je pensais à mon mari, à sa façon silencieuse d'aimer, à la manière dont il prévoyait tout, même quand je ne m'en apercevais pas. Mes phalanges ont raclé quelque chose de solide, du plastique. J'ai tiré jusqu'à ce que le boîtier vienne, scellé hermétiquement et plus lourd qu'il n'en avait l'air. Des bruits de pas ont craqué derrière moi. La voix de Julien a coupé l'obscurité. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Je me suis relevée lentement, le boîtier serré contre ma poitrine. Pendant un instant, j'ai revu le petit garçon qu'il était, l'enfant qui s'endormait sur la banquette arrière après les longs trajets, l'adolescent qui jurait qu'il prendrait toujours soin de moi. Puis j'ai vu l'homme qui avait préféré l'argent au sang. J'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas cherché à expliquer. J'ai couru vers la lisière des bois alors que des faisceaux de lampes balayaient le jardin. Le moteur d'une voiture a démarré à proximité, les phares se sont allumés brusquement. Une femme s'est penchée depuis le siège conducteur. Montez, vite. C'était la femme du café, l'agent Clara Vallet. Alors que la voiture s'éloignait en trombe, j'ai ouvert le boîtier d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait des documents, une clé USB et un mot griffonné de la main de Michel: la vérité est enterrée. Pas pour rester caché, mais parce que j'avais confiance en toi pour la déterrer le moment venu. Je n'ai pas été à la gendarmerie locale après cette nuit-là. Je n'ai pas appelé Julien. Je n'ai pas affronté Aurélie. Je n'ai prévenu personne. À la place, j'ai fait exactement ce qu'ils attendaient de moi. Je suis devenue silencieuse. J'ai manqué leurs appels. J'ai retardé mes décisions. J'ai dit à Aurélie que j'étais fatiguée et dépassée par les événements. J'ai dit à Julien que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai laissé ma voix trembler juste assez pour paraître incertaine, juste assez pour ressembler à une femme qui perd pied. Ils se sont relâchés. Les gens qui pensent avoir le contrôle finissent toujours par baisser la garde. Aurélie a commencé à parler plus librement. Elle parlait de paperasse, de notaire, de la rapidité avec laquelle tout serait réglé une fois la vente conclue. Julien a cessé de prétendre qu'il s'agissait de ma sécurité et a commencé à fixer des échéances. Ils me croyaient acculée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Clara Vallet et Luc Moreau agissaient déjà dans l'ombre, surveillant les communications, traçant les flux financiers, bâtissant un dossier qui ne reposait ni sur la panique ni sur la force brute. Tout ce que j'avais à faire était de rester en place et de les laisser s'exposer. Quand Aurélie a suggéré un rendez-vous pour discuter de mes options, j'ai accepté. Quand Julien m'a demandé d'apporter les documents que Michel aurait laissés, j'ai hoché la tête. Je les ai laissés croire que j'étais prête à abandonner. La faiblesse rend les gens imprudents. Il parlait dans ma cuisine comme il l'avait toujours fait, supposant que j'étais trop vieille, trop épuisée, trop brisée pour remarquer quoi que ce soit. Ils ont exposé leur plan sans s'en rendre compte, leurs contacts, l'imminence de la vente, ce qui arriverait si je refusais. J'ai écouté. J'ai mémorisé, et j'ai attendu. La vengeance ne ressemble pas toujours à de la colère, parfois, elle ressemble à de la patience. Parfois, elle consiste à laisser les autres croire qu'ils ont déjà gagné. Au moment où ils ont réalisé que je n'étais pas la femme qu'ils imaginaient, il n'y avait plus nulle part où se cacher. La nuit où tout s'est terminé fut calme. Pas de cris, pas de confrontation théâtrale,
juste le bruit des voitures de gendarmerie entrant l'une après l'autre dans l'allée, leurs phares découpant l'obscurité comme des traits soulignant une longue sentence. Julien était assis à la table de la cuisine quand c'est arrivé. Ses mains étaient jointes si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Aurélie se tenait près du comptoir, son téléphone à la main, essayant encore de contrôler la situation alors que tout lui échappait. Des officiers de la police judiciaire sont entrés les premiers, calmes et directs. Julien m'a regardé, puis il m'a vraiment regardé, non plus comme une responsabilité ou un obstacle, mais comme sa mère. « Maman », a-t-il murmuré, « je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusé. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je lui ai simplement dit la vérité, tu as fait un choix, et j'ai fait le mien. » Aurélie a essayé de parler, de négocier, de contester la procédure et les malentendus. Personne n'a écouté. On cesse d'écouter les gens quand la vérité arrive avec des preuves irréfutables derrière elle. Le commissaire Bertrand a été arrêté peu après, son visage a viré au gris quand il a compris qu'il n'y aurait pas de sortie discrète pour lui, pas de paperasse pour se couvrir, pas d'insigne pour le protéger. Julien a été emmené dehors, menotté. Il ne s'est pas débattu. Il n'a pas regardé en arrière. Je suis resté sur le seuil de la porte et j'ai regardé jusqu'à ce que les feux arrière de la voiture disparaissent au bout de la route. La justice n'était pas satisfaisante. Elle était lourde. C'était comme si quelque chose m'avait été arraché de façon permanente et que quelque chose d'autre m'avait été rendu juste à temps. Quand la maison fut de nouveau vide, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai posé mes mains à plat sur le bois. La terre était toujours mienne. La vérité n'était plus enterrée. Et pour la première fois depuis la disparition de Michel, je pouvais respirer sans sentir la peur comprimer ma poitrine. Je suis restée dans la maison cette nuit-là. Je n'ai pas fait de valise. Je n'ai appelé personne. Je me suis préparé un thé et je suis restée assise à la table jusqu'à ce que la lumière de l'aube se glisse par la fenêtre, touchant les mêmes murs que Michel et moi avions peints ensemble des années auparavant. Au lever du soleil, tout avait changé. Le domaine était en sécurité. La vérité était entre les mains de ceux qui savaient quoi en faire. Et la pression étouffante qui s'était enroulée autour de ma vie depuis des mois s'était enfin évaporée. Dans les semaines qui ont suivi, les gens m'ont demandé comment je me sentais, soulagée, en colère, brisée, forte. La vérité était plus simple que cela, je me sentais réveillée. À 68 ans, j'ai appris que la force n'est pas une question d'affrontement ou de volume sonore. C'est une question de clarté, de savoir quand quelque chose ne va pas et de refuser de détourner le regard juste pour préserver une paix de façade. J'ai appris que l'amour n'excuse pas le mal, que la famille ne signifie pas le silence, et que se protéger n'est pas une trahison, même quand les gens contre qui vous vous protégez partagent votre sang. J'ai gardé ces terres, non parce qu'elles avaient de la valeur, mais parce qu'elles étaient honnêtes. Elles portaient la vérité de ma vie, de mon mariage, de mes erreurs et de mon courage. J'ai choisi de les reconstruire lentement, avec soin, selon mes propres termes. Michel m'a dit un jour que la forme de bravoure la plus difficile est la bravoure silencieuse, celle que personne n'applaudit, celle qui consiste simplement à continuer d'avancer. Il avait raison.